l'idée de la psychologie, c'est évidemment un jeu de mots un peu facile pour évoquer l'importance du travail des psychologues dans l'accompagnement des personnes en souffrance avec l'alcool. Mais l'idée de psychologie, alors d'abord elle vient d'une personne usagère qui se moquait un peu de mon travail en disant qu'il avait l'habitude de voir des psychologues, mais que c'était la première fois qu'il voyait un psychologue. Et en fait, moi j'ai repris cette idée parce que c'est l'idée de dire qu'il y a une tradition en France d'aller travailler autour des consommations d'alcool dans le but d'accompagner les personnes qui en souffrent, qui est très marquée par des discours très anciens qui tournent autour de visions entre bien boire et mal boire, des visions entre dépendance à l'alcool, aux produits, ou alors au contraire gestion, maîtrise, etc. Et que moi, de par ma formation d'anthropologue, il m'a semblé qu'on passait à côté de ce qui faisait la singularité de chaque pratique de consommation. Pour moi, deux personnes dépendantes, même si leur dépendance semble similaire, en fait, elles ont des manières de boire, c'est ça qui est important. Donc la psychologie, être psychologue, c'est partir comme outil d'accompagnement des personnes de ce qui singularise leur manière de boire. Voilà. Il y a autant de manières de boire qu'il y a de gens qui boivent, et ça nous impose à nous, professionnels, d'élaborer pour chaque personne qu'on accompagne une réponse qui sera efficiente pour cette personne-là et pas pour l'autre. Donc la psychologie, c'est rien d'autre que l'étude des manières de boire, en comprenant certes ce qui peut poser problème dans la vie de la personne, mais aussi, surtout, et c'est très important, les bénéfices qu'elle vient y chercher, parce qu'on sait très bien que les gens, quand ils consomment, c'est pas pour se faire du mal, mais pour se faire du bien. Au début de ma carrière professionnelle dans le champ des addictions, je travaillais en alcoolologie dans une grande structure nationale, et il se trouve que l'essentiel de l'articulation de l'offre de soins était évidemment à visée abstinentielle, et puis aussi beaucoup à une évaluation quantitative des consommations. Monsieur, si vous buvez 8 canettes par jour, tâchez de passer à 3, à 2, alors on va éventuellement vous donner des molécules pour vous y aider. Et puis, il se trouve que, alors c'est pas si vieux que ça, c'était en 2007, mais je rencontre des acteurs de la RDR, à une époque où, pas si éloignée donc, où il n'y avait pas de porosité entre les gens qui travaillaient autour de la toxicomanie, de ce qu'on appelait la toxicomanie, et les gens qui travaillaient autour des problématiques d'alcool. Et là, je découvre des gens qui font quelque chose qui me paraît insensé, moi, où nous, là, nos fonctions étaient bien clairement d'accompagner les gens, soit à l'arrêt de leur pratique, soit à un changement radical, des gens qui font avec. Et en fait, je ressens une espèce de grand soulagement en rencontrant ces gens-là, parce que je me dis, mais c'est bon sang, c'est bien sûr. En fait, moi-même, comme plein d'autres gens, aimant aussi l'alcool, parfois sans doute en ayant une consommation peut-être inappropriée ou excessive, j'aimerais aussi qu'on m'apporte ce discours ou que je l'entende, parce que déjà, ça permet d'aller mieux, rien que de l'entendre, et puis ensuite, ça permet de construire des projets d'accompagnement, de soins, et surtout de reconnaissance des compétences des personnes et de leur dignité et de leurs droits, qui, pour moi, n'existait pas vraiment dans le champ d'un soin un peu tout-puissant, centré sur la décision du soignant auquel devait se conformer le soigné. Voilà. Donc il a été question ensuite de se dire, parce que les arguments qu'on m'opposait, c'était de dire oui, mais les outils de la RDR, c'est la seringue stérile qui limite le risque infectieux, c'est possiblement également la substitution. Or, il n'existe pas pour l'alcool ni d'outils permettant de consommer propre, sans que l'alcool vous fasse du mal, ni de substitution. Et puis, en avançant, en travaillant avec des gens à qui je dois tout, des acteurs un peu historiques de la RDR, je me suis dit, mais c'est pas que ça, cette approche-là. Alors après, il y a une deuxième étape qui a été très compliquée, c'est aussi de constater que les acteurs historiques de la RDR, parce que c'est bien beau de taper un peu sur l'alcoolologie, mais les acteurs historiques de la RDR ne se sont jamais emparés de la question alcool. Donc il s'est agi un peu de travailler comme ça à comment on fait rentrer un peu d'alcool dans la RDR et comment on fait rentrer de la RDR dans l'alcool. Et c'est comme ça que le travail s'est fait. Et puis après, parce que, en fait, ce qui enrichit toutes nos pratiques, c'est que moi j'ai eu la chance de pouvoir être payé à aller rencontrer des gens qui faisaient autre chose, à réfléchir, à parler avec des patients ou avec des usagers sans visée thérapeutique. Et on devrait tous
avoir des conditions de travail qui nous les permettent, parce que c'est là que ça nous permet d'élaborer un peu des regards nouveaux, des pratiques nouvelles, et c'est par là que passe la qualité de notre travail, et voilà. L'idée de la possibilité d'une RDR alcool, c'est largement démocratisé. On peut même dire aujourd'hui qu'elle fait consensus. Pour autant, l'un des enjeux majeurs aujourd'hui, il en a été de même pour la RDR historique, c'est qu'est-ce qu'on met derrière RDR en termes à la fois de posture, de principe, d'objectifs, mais aussi d'outils concrets pour agir sur le terrain, et pas agir uniquement dans nos dispositifs spécialisés, mais agir aussi en termes de représentation sociale dans toute la société, de droits communs, etc. Donc l'enjeu majeur de la RDR aujourd'hui, c'est de fédérer des gens qui se retrouvent dans un minimum de socle commun de valeurs, de principes et d'objectifs pour ensemble, quelles que soient nos places, soignants, accompagnants, personnes usagères, construire un corpus qui permette de faire émerger une forme très cohérente de ce que peut être la RDR alcool, et non pas ce qui est le cas aujourd'hui, des choses parfois un peu floues où tout le monde peut dire qu'il en fait sans savoir dire exactement ce qu'il fait. Voilà, donc l'enjeu majeur pour nous, c'est d'abord de se réunir à plusieurs, venant de tous horizons, travailler avec des sociologues sur qu'est-ce que la place sociale de l'alcool aujourd'hui, travailler avec des juristes, quelles sont les évolutions du droit en matière de législation d'alcool, avec des économistes, évidemment avec des soignants, et surtout l'enjeu majeur, parce qu'on sait que la RDR historique n'a existé que parce qu'il y avait une parole d'autosupport émanant des usagers actifs. Or aujourd'hui, force est de constater que dans le champ de l'alcool, cette parole collective n'existe pas, à moins de considérer que la parole des associations d'anciens buveurs correspondent à ça, mais c'est pas le cas, puisque voilà, c'est pas les mêmes objectifs. Donc voilà, c'est ça les enjeux majeurs. Et puis faire en sorte, enfin, que les gens, quand ils ont un problème avec leur alcool, ils puissent le dire tout aussi librement que de dire j'ai un petit problème digestif en ce moment, ou en ce moment je trouve que je fume un peu trop de cigarettes et j'aimerais bien être accompagné pour réguler ça. Voilà, cette espèce à la fois de libération de la parole, de banalisation, de reconnaissance de l'expertise des usagers et de l'apport de toutes sortes de compétences, y compris hors le champ spécialisé de l'addictologie. Voilà exactement les contours des enjeux à venir.